plus le pays est petit, en fait, plus l'offre médiatique est faible, quelque part, et moins vous aurez des velléités de se démarquer, en quelque sorte, par rapport aux autres. Tout le monde va essayer d'être un peu conforme à ce qui apparaît comme une ligne qui devient une ligne qui s'impose, une ligne qui devient omniprésent dans les médias. Par contre, dans les grands pays comme la France, comme le Royaume-Uni, comme les États-Unis évidemment, là où vous avez une offre médiatique qui est pléthorique, qui est très très importante, vous avez une obligation de se démarquer. Et donc, une obligation de se démarquer, c'est notamment offrir des débats qui sont des débats où vous avez des positions qui sont extrêmement contradictoires. Et vous avez aussi des personnes où vous avez des individus qui peuvent mener ce type de débat. En Belgique, aujourd'hui, ce type de débat, il n'existe pratiquement pas. Le débat aujourd'hui, il existe au niveau des réseaux sociaux. Et des débats qui sont extrêmement virulents, qui ne sont pas organisés, qui ne sont pas cadrés, qui ne sont pas professionnels, entre guillemets, et qui fait qu'aujourd'hui, tout et n'importe quoi peuvent se dire sur les réseaux sociaux. Simplement parce que, en grande partie, les grands médias traditionnels ont abandonné cette partie-là, ont abandonné ce genre-là. Il y a aussi le fait de ce que Noël Neumann appelait la théorie de la spirale du silence. Lorsque vous estimez que votre position est minoritaire, vous n'essayez pas, en tout cas, de la faire valoir, vous préférez vous taire. Et donc, c'est l'idée que lorsqu'on est face à une position qui apparaît comme majoritaire, vous êtes dans la minorité, vous ne vous exprimez pas parce que vous n'avez pas le sentiment que votre discours sera audible et sera entendu. Et donc vous préférez vous taire et attendre des jours meilleurs où la libération de la parole, la libération du discours sera beaucoup plus importante. C'est ce qui est en train de se passer. Il est vrai qu'aujourd'hui, il existe dans le champ journalistique, il existe très peu d'experts, réellement d'experts. Et donc désigner un journaliste en disant « tu vas être l'expert de cette partie-là », ne suffit pas à ce que la personne se transforme du jour au lendemain en un expert des virus, de la propagation des virus, de l'effet sur les corps humains, de la manière dont le virus agit sur les cellules, etc. etc. Donc, et ça ne lui donne pas, évidemment, non plus une autorité pour déterminer si le vaccin ARN messager est meilleur que le vaccin traditionnel ou a des effets ou non sur l'ADN ou pas. J'ai dirigé pendant près de 6 ans le journal L'Écho. J'ai travaillé dans d'autres journaux. Je peux vous dire que ces fameux rubricards dont on parle et qui auraient soi-disant disparu, ils existent toujours. Donc je ne sais pas d'où viennent ces informations. À L'Écho, il y a une 60aine de journalistes. Il y en a une majorité, même une très large majorité, qui sont des journalistes extrêmement spécialisés, qui explorent et connaissent un domaine. Qui a un manque de connaissances scientifiques. Oui, mais enfin, les journalistes qui suivent l'économie n'ont pas les mêmes connaissances que l'économiste qui vont interroger, que le comptable qui vont aller voir, que le financier qui vont aller voir. Donc ça a toujours été comme ça. Le journaliste n'est pas là pour être l'expert au même niveau que l'expert. Il est là pour retranscrire l'information au mieux, pour faire comprendre les choses, évidemment sans erreur et avec les nuances nécessaires. On a travaillé directement à dégager dans la rédaction des personnes à qui qu'on a mandaté pour devenir les experts. Johan Montet est devenu la référence Covid, un peu comme Justine Katz, c'est la référence terrorisme. Donc vraiment, essayer à la fois de dédicacer des ressources qui ne font que ça, qui créent les réseaux, qui ont les relais, qui lisent, qui écoutent, et d'autre part, de faire de certaines de ces personnes des figures de référence dans la communication de l'information sur le sujet. Quand on sort une information souvent sanitaire, médicale, très régulièrement, quand le journaliste a le moindre doute, il fait relire son article par la personne ou les personnes qu'il a interviewées pour s'assurer. Il y a des petites modifications parce qu'il y a des choses qui sont trop simplistes qu'il faut pouvoir corriger pour éviter justement que le message ne soit pas le bon. Tant qu'il y avait des avis contradictoires et que ces avis contradictoires étaient relayés de manière assez honnête par la presse, ça a été vrai dans un premier temps, parce que même le discours politique était un discours relativement incertain en quelque sorte. Ils faisaient bien leur boulot, s'immisçaient pas trop
dans le jugement, dans le fait de dire oui, c'est juste comme discours ou c'est pas juste comme discours. Mais à un moment donné, ils se sont fait, pour certains de nouveau, pas pour tous, mais ils se sont fait les porte-parole d'une vision, d'une hypothèse, d'une politique. Et, avec une incapacité à un moment donné de prendre du recul par rapport à ça, simplement parce que les autres se taisaient ou parce que les autres n'avaient plus le droit de citer. Et donc à un moment donné, une certaine presse s'est faite quelque part les porte-parole d'une vision qui était une vision purement gouvernementale. Mais qu'on ne me dise pas, dans les rédactions, nous avions des journalistes qui étaient experts, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de formation de journalisme scientifique en Belgique, il n'y a pas de formation de scientifiques pour devenir des journalistes, donc ça n'existe pas aujourd'hui.